Tu rêves de devenir steward ou hôtesse de l'air et tu as certainement un dossier à préparer pour ton, je sais pas, peut-être changement de vie professionnelle, donc reconversion, peut-être pour ta fac, peut-être pour ton lycée. En fait, vous êtes hyper nombreux à me poser vraiment une série de tout plein de questions et à chaque fois, ça me prend énormément de temps à vous répondre. Alors, c'est un plaisir à chaque fois d'échanger avec vous, mais c'est un peu chronophage, j'ai un peu tout le temps les mêmes réponses. Donc, j'ai décidé dans cette vidéo de... en fait, j'ai recensé toutes les questions qui revenaient à chaque fois et je vous y réponds. Donc, à vos papiers, à vos stylos. Je réponds à toutes vos questions. Alors, le métier de PNC, c'est quoi? Rôle et responsabilité. Alors, la sécurité à bord. C'est-à-dire que notre métier, il n'est pas tant de servir des plateaux repas et d'accueillir nos passagers. Bien sûr que si, mais je vous en parlerai juste après. Mais d'abord, il est là pour assurer la sécurité des clients à bord. Quand je dis sécurité, ça va être par exemple s'il y a un feu à bord, s'il y a une évacuation à déclencher ou à effectuer, s'il y a une inondation à bord, s'il y a un colis suspect. Enfin voilà, ça c'est la sécurité. On est là aussi pour la sûreté. La sûreté, c'est quoi? C'est l'intrusion de quelqu'un, par exemple, dans le poste de pilotage, dans l'avion alors qu'il n'a pas son billet, de produits ou de matériel dangereux, par exemple un couteau, un truc, une arme. Là, il faut qu'on soit hyper vigilant sur tout ça. Il y a toutes les fouilles à faire dans l'avion et tout. Donc ça, c'est tout ce qui touche autour de la sûreté. Ensuite, on a le rôle de premier secours, de secouriste. En fait, on est là pour, s'il y a par exemple un malaise cardiaque, s'il y a, je sais pas, alors un malaise vagal, ça c'est pas le plus compliqué, mais si quelqu'un se casse une jambe par exemple pendant des turbulences très très fortes, ou un bras, si quelqu'un se brûle avec un thé, un café, bon, on est là pour ça. La réanimation aussi, on est là pour ça. Et enfin, on est là pour le côté commercial. PNC, c'est quoi? C'est personnel navigant commercial. Donc il ne faut pas oublier que notre rôle, il est essentiellement là. Pourquoi? Parce qu'on travaille quand même pour une compagnie aérienne et donc pour une entreprise qui doit générer du profit, du bénéfice et qu'il faut fidéliser nos clients et donc il faut être absolument parfait. Voilà. Donc ça, c'est tous les rôles qui nous sont donnés en tant que steward ou hôtesse de l'air. Donc ça, c'était le premier point, la première question. Mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Alors moi, mon parcours, il est, je ne veux pas dire atypique, mais en fait, on a tous des parcours atypiques. Le mien, je te le raconte, mais bon, après, tu peux demander à n'importe qui d'autre. Tout le monde a un parcours différent. Moi, j'ai eu un bac. J'ai fait un bac STG. Alors, ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est STMG. Donc, c'est communication, économie, droit, tout ça. Il faut savoir qu'il faut avoir juste le bac pour être steward ou hôtesse de l'air. Peu importe le bac, il faut le bac. Ensuite, j'ai fait 1 an de BTS technico-commercial. Ensuite, j'ai fait un BTS communication pendant 2 ans, donc j'ai eu mon BTS. Et ensuite, j'ai fait l'équivalent d'un BTS dans l'audiovisuel. J'ai fait une école de radio parce que je voulais faire de la radio. Donc, j'ai fait de la radio et même de la télévision. Et j'ai travaillé sur le web aussi, web TV, web radio, pendant quasiment 10 ans, 8-10 ans. Donc, tu vois, tu peux partir dans une voie qui sera toujours du plus pour toi dans ta carrière plus tard. Donc, là, c'est un des conseils que je donnerais, par exemple, de ne pas hésiter à faire des études après le bac pour avoir un bagage solide et savoir faire d'autres choses. Donc, ça, c'est mon parcours. Et ensuite, j'ai passé, et j'en parlerai juste après, le CCA, c'est le diplôme qu'il faut avoir pour être steward ou hôtesse de l'air en France et en Europe, que je l'ai passé dans le cadre de l'alternance. Tu as des compagnies aériennes qui proposent justement des contrats d'1 an d'alternance, où tu vas avoir 6 semaines de cours étalés sur toute l'année. Et l'entreprise met en place tout ça avec l'État et peut prendre en charge le CCA, parce que c'est un diplôme qui coûte, je crois qu'il coûte 1 500 ou 2 000 euros. Donc tu peux arriver en compagnie, te présenter sans avoir travaillé pour une compagnie aérienne avant, avec le CCA en poche ou sans le CCA. Et il faut absolument l'avoir, ça c'est obligatoire de chez obligatoire. Et puis après, tu passes donc pendant 1 an d'alternance, tu passes le CQP, c'est un contrat de qualification professionnelle qui te donne un autre certificat. Voilà. Donc ça a été mon parcours. Maintenant, on va parler du CCA. C'est vraiment le certificat qu'il faut avoir. C'est le Cabin Crew Attestation. Tu fais ça en... Putain, à chaque fois, je me pose la question, je crois que c'est 1 mois ou 2 mois. Tu as une partie théorique et une partie pratique, en tout cas un test pratique et un test théorique. Là, tu as 3 bouquins comme ça à apprendre par cœur. Ouais, comme ça, ouais, à peu près. Avec, ça va de tous les os du corps humain, à comment voler un avion, au massage cardiaque, à comment éteindre un feu, comment maîtriser un feu. Il y a différents types de feux, il y a les évacuations. Enfin, si tu veux, il y a énormément de choses à apprendre par cœur sur le bout des doigts. Donc là, pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, c'est révision tous les soirs, être hyper attentif tous les jours pendant ta formation et réviser le week-end avec les collègues. Tu apprends à faire des attelles, des bandages, vraiment, allez sur Google pour voir à quoi ça ressemble. C'est un gros bousin, mais hyper intéressant et hyper passionnant, surtout quand tu veux devenir steward ou hôtesse de l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Le niveau de langue. Anglais. Alors, français, anglais. Alors, en général, je crois que c'est le niveau B2 qui est demandé. Donc, ce n'est pas le niveau le plus compliqué, mais il faut quand même avoir
un certain niveau, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir parler. Si tu as plus, c'est encore mieux. Alors maintenant, je dis B2. À une certaine époque, je crois qu'il fallait avoir 750 ou 800, je crois, au TOEIC, quelque chose comme ça. Allez sur Google, vous allez avoir toutes les infos. Moi, je ne suis pas hyper au point parce qu'en fait, moi, je suis rentré il y a 7 ans et maintenant, il y a des choses qui ont un petit peu changé, un petit peu évolué. Donc, je vous laisse faire vos petites recherches, mais il faut avoir un niveau courant en anglais. Tu as d'autres compagnies qui veulent absolument que tu sois bilingue. Et alors, si tu as de l'espagnol, si tu as l'anglais, j'ai déjà dit, si tu as l'allemand, le chinois, le japonais, l'hébreu, l'arabe, dès que tu as une langue en plus, ce sera toujours un plus pour te vendre auprès d'une compagnie et même pour faire ton métier encore mieux parce que tu pourras parler toutes les langues du monde et ça, c'est trop cool. Comment se passe le recrutement? Alors ça, c'est propre à chaque compagnie, mais en général, tu vas avoir donc un niveau d'anglais à prouver ou un test d'anglais à passer. Moi, j'avais eu aussi un test psychotechnique, donc je vais vous renvoyer très souvent sur Google pour pas que la vidéo dure 3 heures. Mais en gros, je vais schématiser vraiment, c'est mettre un rond dans un rond, un carré dans un carré, suite logique, machin. C'est plus compliqué que ça, mais c'est juste pour voir si tu es capé comme eux, ils le veulent. Ensuite, tu as un test de groupe, une mise en situation de groupe, où ils vont t'observer, voir un peu comment tu te positionnes en équipage, pour le coup, en équipe. Et ensuite, tu vas avoir un entretien individuel basé sur un test psychologique. Bon, alors, ça a été ce qui s'est passé pour moi à l'époque. Maintenant, ça a changé. Tu as des trucs maintenant via des ordinateurs interposés, des vidéos, des trucs, des machins. Ça change beaucoup. Donc moi, pour ça, je conseille toujours de suivre les partenaires de la soirée que j'organise qui s'appelle La Turbulence. Tu as Sky Success qui va te donner des détails là-dessus. Tu as Cabin Crew France qui va te donner des trucs là-dessus. PNC aux portes France qui va te donner plein d'infos. J'espère que j'en oublie pas. C'est eux et elles qui vont pouvoir t'orienter au mieux. Donc voilà, après ça dépend vraiment des compagnies, mais tu as tout un cursus, ça si tu dois bien noter quelque chose, c'est que tu as tout un cursus à suivre. C'est les sélections, donc tu as plein d'étapes à franchir. À chaque fois c'est éliminatoire. Tu as une espèce de compète comme ça, à savoir qu'au départ c'est CV, lettre de motivation, casier judiciaire vierge, brevet de natation, parce qu'il faut savoir nager. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois que j'oublie rien, mais si vous êtes hôtesse steward et que j'ai oublié des trucs, mettez ça en commentaire parce que je veux pas, j'ai pas la science infuse non plus. Et tout ce que je raconte là dans cette vidéo, c'est, je pense, la vérité normalement, mais peut-être que je me trompe et c'est pas grave. Franchement, n'hésitez pas à me reprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À quoi ressemble une journée type d'un PNC? Waouh, t'es prêt? T'es prête? Allez, stylo, papier. On va partir d'un exemple simple. Moi, je suis sur long courrier. Je pars à New York, le vol de 10 h, admettons. Et on va avoir un briefing 1h30 avant le vol, donc briefing 8h30. Ta journée, elle ne commence pas là. Elle commence chez toi. Chez toi, tu te prépares, tu enfiles ton uniforme, tu te fais belle, tu te fais beau, tu te coiffes très bien, mieux que ça, tu te drases bien, parfait, nanana. Tu mets ton uniforme, tu fais ta valise, tout ça. C'est un peu du taf, hein. Tu prépares ton vol, tu essayes de voir ce qui va se passer dans ton vol. Est-ce qu'il y a des passagers à particularité, avec des bébés, peut-être des handicaps, peut-être des enfants. Enfin, il faut connaître un petit peu les particularités de ta cabine. Sur quel avion, quelle machine tu vas voler. S'il y a des trucs à savoir, où sont les extincteurs, où sont les cagoules de protection respiratoire. Tu as tout plein de choses à réviser un petit peu avant ton vol. Et donc tu vas au briefing 1h30 avant le décollage. C'est là que tu vas rencontrer tes chefs de cabine, tes pilotes et ton équipage. Il va y avoir l'attribution des postes, qui va travailler où dans l'avion. Quelles seront les particularités du vol, du côté sécurité, sûreté, santé, sécurité au travail et les points commerciaux également. Donc là, il dure moins de 10 minutes ce briefing et ensuite direction les filtres sécurité parce que nous aussi on passe aux filtres et après on va dans l'avion. Une fois qu'on arrive dans l'avion, on fait ce qu'on appelle notre visite pré-vol, c'est-à-dire qu'on vérifie tous nos items de sécurité parce que chaque hôtesse, chaque steward est affilié à un endroit dans l'avion, à un poste de sécurité. Ça va être une porte généralement et à cette porte, tu as tous les items de sécurité à vérifier. Il va y avoir l'extincteur, la cagoule, le combiné. Il va y avoir, après, ça dépend. Tu vas avoir une balise radio, tu vas avoir un headphone, un mégaphone, un headphone, oh my god. Bon, bref, il faut tout vérifier, voir si c'est bien. J'ai essayé de ne pas utiliser de termes trop techniques, mais bien verrouillé, bien attaché, en bon état. Voilà, toutes ces choses-là. Tu fais cette visite pré-vol et ensuite, tu accueilles tes clients. Ça va être un petit peu long cette partie, hein. T'accueilles la partie journée type, hein. Donc je vais essayer de faire au plus court. Tu les accueilles, c'est très commercial, mais pendant ce temps-là, il faut être hyper vigilant à ce qui se passe en termes de sécurité. S'il y a un feu à l'extérieur, s'il y a potentiellement une évacuation à faire, faut être hyper vigilant, hyper sécurité à ce moment-là, en même temps que le commercial. Allez, je vais raccourcir un petit peu. Prêt au décollage, on va décoller.
quelques minutes après le décollage, on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, on va passer au service. Donc là, c'est le service du premier repas. Donc tu as des compagnies qui proposent des repas payants, d'autres c'est des repas gratuits et tout ça. Ça peut durer bien 2 heures quand même cette histoire-là. Et ensuite, entre guillemets, il ne va rien se passer jusqu'au deuxième repas une fois que tu arrives, un petit peu avant l'arrivée. Bon, pendant ce temps-là, on va splitter l'équipage en deux. Tu as une moitié de l'équipage qui va aller se reposer, c'est obligatoire, pendant que l'autre personne est là pour veiller à la sécurité et au côté commercial aussi de la cabine. Et après, c'est-à-dire que le milieu du timing, on split, on échange. Ensuite, on fait le service du deuxième repas, on atterrit. Au revoir tout le monde, débarquement. Après, on sort, on passe par la douane souvent. Après, on prend une navette, on arrive à l'hôtel et là, on se relaxe. Il ne faut pas oublier que pendant l'escale, on est tout de même en mission. Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi non plus. Il y a des règles à respecter en termes de sûreté. Tu ne peux pas aller absolument n'importe où dans n'importe quelle ville. Puis après, tu as le vol retour. Donc voilà à quoi ressemble une journée type. Et bien sûr, n'oublie pas de prendre une super bonne douche après ton vol. Un planning. À quoi ressemblent les plannings ? Alors ça va être super compliqué parce qu'en fait, on a tous des plannings différents déjà, en fonction des compagnies, mais même dans ma propre compagnie. Moi, mon planning, il n'est pas comme tous mes collègues parce que je ne suis pas à 100%. Moi, j'ai 4 jours off par mois en plus que les autres, où je ne suis pas rémunéré sur ces 4 jours. Ça dépend des compagnies, ça dépend de si tu es sur long courrier, moyen courrier, court courrier. Voilà, ça dépend de plein de choses, mais en gros, on va dire une espèce de moyenne générale. On est à environ, sur long courrier, entre 3 et 5 rotations par mois. Une rotation, c'est quoi ? C'est le vol aller, l'escale et le vol retour. On a des vacances étalées sur toute l'année, tu les mets un peu comme tu veux. Moi, je mets très souvent 4-5 jours tous les mois. Il y en a qui mettent des tranches de 2 semaines, 3 semaines et tout ça. Donc vraiment, c'est propre à chacun. Et puis, tu as les repos. Après un vol long courrier, tu vas avoir 2 jours de repos, parfois 3. Et après, tu repars, et après, tu repars, et après, tu repars. Donc voilà à peu près à quoi ressemble un planning. Les salaires. On parlait des salaires. Je vais encore te dire que ça dépend des compagnies, de ton ancienneté, de tes vols, de ton planning, de tout plein de choses. Je vais te donner une fourchette. Début de carrière, tu vas être à peu près entre 1007, 1008 jusqu'à 2005, 2006. Sacrée fourchette, on est d'accord. 1007, on va dire que c'est quand tu voles pas, quasiment. Ça, c'est le salaire fixe. Je crois qu'il est peut-être un petit peu en dessous, mais en gros. Et à ça, tu vas rajouter tes heures de vol. Donc, plus tes vols vont être longs, plus tu vas gagner des sous. Si tu voles de nuit, tu vas gagner un petit peu plus d'argent. Et en plus de ça, nous, on a des indemnités repas pour quand on est en escale. C'est-à-dire que là, par exemple, ce midi, je vais devoir manger. Vu que je suis en mission, et en fait, on va me rembourser une espèce de forfait pour ce midi, pour ce soir, etc. Et ça me sera payé sur le mois d'après. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport au salaire ? L'ancienneté. Donc effectivement, ton ancienneté, ça va avoir un impact sur ton salaire. Donc en début de carrière, tu vas être en moyenne à 2 000 €. Au bout de 10-15 ans, tu vas plutôt être autour des 3 000, etc., etc. Ça dépend aussi de si tu es chef de cabine ou pas. Tu vas avoir un peu plus d'argent, etc., etc. Mais je t'en parlerai juste après sur les évolutions de travail. Équilibre. Attends, écoutez, je vais en parler maintenant. Les évolutions possibles. Tu peux totalement passer chef de cabine. Donc là, tu es manager de ton équipe. Ensuite, tu peux passer instructeur. Donc là, tu es un peu plus au bureau. Tu voles un petit peu moins et tu as un effectif d'environ 100, 200 hôtesses et stewards que tu vas manager, que tu vas coacher, que tu vas accompagner et que tu vas suivre. Donc là, c'est un peu plus entre RH, coaching. Donc tu peux devenir instructeur ou instructrice. Ou alors passer chef de cabine principal en fonction des compagnies aériennes. Donc là, tu es le manager ou la manageuse des managers. Et tu es en lien direct avec les pilotes. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? J'espère qu'elle n'est pas trop longue la vidéo, mais en fait, vous comprenez pourquoi maintenant je veux faire une vidéo que je voulais copier-coller et que je voulais envoyer, parce qu'en fait, à chaque fois, je réponds tout ça aux personnes qui me posent des questions et c'est vachement long en fait, et moi, ça m'épuise. C'est pas que ça m'épuise, mais si, c'est beaucoup et c'est tout le temps la même chose. Équilibre, vie professionnelle, vie de famille. Alors, moi, de mon côté, ça se passe très très bien. J'aime beaucoup ça, je trouve que c'est hyper important d'avoir des phases un peu de liberté où en fait je vais vivre ma vie. Voilà, je suis là à Toronto, je me lève quand je veux, je dors quand je veux, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Et après, en fait, tu crées du manque et tu retournes à la maison et tu es hyper heureux, hyper heureuse de retrouver ton chéri ou ta chérie. Et ça, c'est trop trop bien. J'ai plein de collègues qui ont des gosses. Ça s'organise avec la famille, avec ton mari, avec ta femme, avec une nounou. Enfin, voilà, ils y arrivent. Enfin, tous mes collègues y arrivent, donc je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Faut quand même savoir que tu vas louper plein de choses. Tu vas louper Noël, tu vas louper des anniversaires, tu vas louper des événements importants. Donc ça, en termes d'équilibre, même au niveau des amis, tu as des amis que tu vas moins voir, tout ça. Donc
c'est à prendre en compte. Les évolutions professionnelles, je vous en ai parlé juste avant. Qu'est-ce que j'ai Excusez-moi, je me suis perdu dans mes papiers. Les compétences à avoir. Ah ouais, ça c'est hyper important. Savoir nager. C'est pas la première compétence, il n'y a pas d'ordre, hein. Je vous ai noté ça. Il faut savoir nager. Oui, parce que si on doit amérir, il faut pouvoir secourir. Ah oui, il y a le secourisme dans les compétences à avoir. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin, si, secourisme et geste de premier secours. C'est pas la même chose. Mais moi, j'avais mis dans la même catégorie dans ma tête. Parler anglais et plus, et c'est affinité. Avoir le sens des responsabilités, mais genre plus, parce qu'en fin de compte, notre métier, c'est donc ce que je vous disais, la sécurité et tout ça. C'est des procédures à connaître par cœur, à connaître tout le temps. Et tous les ans, tu vas passer des refresh, des maintiens de compétences où tu vas être testé tous les ans. Donc il faut avoir le sens des responsabilités et être sérieux et réviser régulièrement. Travailler en équipe et savoir être seul aussi. Travailler en équipe parce que tu es dans un équipage et savoir être seul. Parce que là en escale par exemple, là je suis tout seul. Alors je pourrais me balader, faire des trucs avec mon équipage, mais parfois tu es obligé d'être seul parce que personne ne veut sortir et tu te retrouves pendant 24 heures, 48 heures à faire ta vie tout seul. Moi j'adore ça, mais il y en a qui ont un peu plus de mal, donc il faut avoir ça en tête. Curiosité, empathie, calme, gestion de conflits. Ça c'est hyper important, il faut savoir gérer des conflits. Si tu n'es pas prêt à avoir quelqu'un qui vient t'engueuler parce qu'il n'a pas eu son bagage, son truc, son machin, si tu n'es pas patient avec tout ça, ça va être compliqué, va falloir travailler dessus. Adaptabilité bien évidemment parce que tu vas changer d'équipage très régulièrement, tu changes de client tout le temps. Donc oui, il faut savoir s'adapter au maximum. Est-ce que c'est un secteur qui recrute ? Alors c'est un peu en dents de scie, ça dépend de la situation géopolitique, ça dépend de la conjoncture économique, ça dépend de plein de choses. Et parfois tu as le secteur qui ne va pas recruter pendant 5 ans, pendant 10 ans et puis d'un seul coup, ils vont devoir recruter à mort parce qu'en fait il y a plein de gens qui sont partis à la retraite. Il faut savoir que c'est un marché hyper concurrentiel. À chaque fois qu'il y a des embauches, c'est des milliers de candidatures. Et au final, genre 200, 300, 400 personnes qui sont prises uniquement. Donc il va falloir être le meilleur ou la meilleure. Et y a-t-il des opportunités et des stages ? Alors, il n'y a pas de stage à proprement parler, mais il y a la possibilité d'être personnel complémentaire de bord, PCB. Dans certaines compagnies, c'est un job étudiant, juste pour l'été. Il faut avoir le bac et être inscrit en université et passer les mêmes sélections que celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis il y a l'alternance dont je vous ai parlé tout à l'heure qui peut être aussi une opportunité de voir pendant 1 an CDD si le métier te plaît. C'est pas un job qu'on prend à la légère où on se dit tiens je vais devenir hôtesse steward comme ça du jour au lendemain, j'ai envie d'aller au soleil machin. Si tu y vas avec cette motivation là, ça va être très compliqué pour toi de perdurer dans le temps. Si tu n'as pas de passion à côté, si tu n'as pas une activité à côté qui te permet de voir autre chose, selon moi, ça peut éventuellement être compliqué. C'est pas ça, mais en fait j'en parle souvent avec des collègues, avoir un truc à côté, genre vraiment un truc de passion, une autre activité, ça te permet quand même de kiffer encore plus ta vie de steward ou d'hôtesse, mais ça c'est vraiment mon petit tips à moi. Voilà, j'espère que la vidéo s'est bien enregistrée jusqu'au bout. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Tiens-moi au courant si c'est un changement de vie que tu as prévu, si c'est un objectif de vie, si tu rêves de devenir hôtesse ou steward ou quoi, mais tiens-moi au courant, je t'en supplie, envoie-moi un petit message dans quelques années pour me dire où tu en es. J'ai besoin d'avoir des retours comme ça parce que je t'envoie cette vidéo, mais derrière, si je peux avoir des news de ta part, ça me ferait super plaisir. Dans tous les cas, sache que si tu rêves de devenir steward ou hôtesse, mets tout en œuvre pour y arriver. Ça ne va pas forcément être super évident, tu vas peut-être te faire refouler de 1, 2, 3, 4 compagnies et peut-être qu'un jour, une autre compagnie absolument dingue, celle dont tu rêves depuis toujours va t'embaucher, ça va le faire, tu peux y arriver et je crois en toi à 100%. Voilà, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Si vous voulez échanger dans les commentaires ou quoi, vous donner des tips, faites-le. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, je vais éteindre, je sais pas comment on éteint, par là, bisous.